Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on va analyser, commenter, réfléchir sur l'actualité de la semaine. Et en ma compagnie cette semaine, l'extraordinaire, le mirobolant Patrice Bouchard, conseiller municipal, professeur de sciences politiques, politologue et ami. Mon Dieu, quelle qualité. Je me suis fait couper les cheveux pour toi. Oui, ben pas moi. Mais pas toi. J'ai de la misère avec ça, moi, les cheveux. Non, mais écoute, quand tu t'es plus capable de mettre ta tuque, là, c'est parce que ça va mal. Ou ta tuque est pas assez grande. Ou la tuque est pas assez grande. Ça paye. Je suis content d'être là. Oui, super. Puis à chaque fois, on le dit aux gens, on sait que cette émission-là, moi, en ce qui me concerne, c'est aux 2 semaines. Puis c'est juste que des fois, on a l'impression que l'actualité, c'est comme du pareil au même, mais pas tant. Parce que ça change beaucoup, puis des fois, ça change rapidement. Et l'exemple, puis je voulais commencer l'émission avec ça. Quand on s'est vu la dernière fois, je disais, il y avait combien de cas de coronavirus au Québec? 0. Ouais. Là, il y en a 4. Ouais. Bon, il ne s'agit pas ici de créer une panique, là, parce que bon. Mais ceci dit, ça a changé. On disait, quand on a terminé notre émission, on apprenait que l'usine de Dolbeau, Porte-Papier, allait fermer à cause du blocus, mais entre-temps, elle a pu réouvrir. Ouais, déjà, on dirait que cette crise-là, elle date d'il y a 6 mois. Là. C'est ça. Après ça, on parlait de GNL et on apprend que Warren Buffett se retire. Et là, ça a occupé quand même pas mal d'espace médiatique dans la région. On va y en reparler tantôt. Les démocrates, on se disait, mon Dieu, Sanders à la voie libre, arrive le super mardi. Oh! Oui, et avec hier, le mini super mardi, en tout cas, ça a changé. On va pouvoir en reparler tout à l'heure. Donc, mais c'est ça. Donc, il y a des choses qui changent. Et même si ça fait juste 2 semaines, en tout cas, c'est intéressant de suivre. C'est comme l'espèce de téléroman. Oui, puis ce qui est intéressant de l'actualité, c'est quand tu la suis à tous les jours, à toutes les semaines, au bout du compte, dans 10, 15, 20 ans, tu vas connaître ton histoire. Parce que ces événements-là, ben, à un moment donné, ils vont faire jurisprudence dans le temps, mais quand tu ne te rappelles pas tellement de ce qui s'est passé parce que tu n'as pas suivi, Tout à fait. Quand tu as suivi, ben, tu es au courant de ce qui se passe chez vous. Et puis, ça te rend les personnes, selon moi, plus cultivées, plus en mesure aussi de faire une analyse en profondeur des sujets, puis de pas tomber dans la démagogie rapide, de dire « Ah oui, ça, c'est ça. » Et en parlant de démagogie, on pourra en parler tout à l'heure, on va parler du budget. Oui. Avant ça, on va rester dans le coin, on va parler des promenades du boulevard. Ça va pas bien. Bon. C'est sûr que ça, c'est un sujet qui me touche, moi, particulièrement, parce que comme conseiller municipal, tu sais, veux pas, tu es attaché à ton milieu, puis tu veux que ça fonctionne bien. Alors, évidemment, ce qui affecte présentement les promenades du boulevard, c'est pas unique à Dolbeau-Mistassini. Il y a le phénomène de l'achat en ligne qui fait mal. Il y a aussi ce qui s'appelle la démographie, le vieillissement de la population, qui fait que la composition démographique peut venir affecter ta trame, ton activité économique, ta trame économique, ta trame commerciale. Et là, ça pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Parce qu'on le constate, on le voit, on le déplore, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'aperçoit qu'on peut... Une municipalité peut agir dans ses propres champs de compétences, peut faire un certain nombre de choses, peut avoir du leadership, mais on est somme toute limité aussi sur les moyens que l'on peut prendre. Alors, le défi, c'est ça. Mais la bonne nouvelle, s'il y en a une, puis moi je pense que c'en est une, c'est que je sais que présentement, les gens se parlent. Quand je dis les gens se parlent, je parle des gens concernés, propriétaires du mail avec les gens de la SIDAC, la ville. Il y a une approche concertée qui est en train de se développer, un plan de match, carrément, un plan d'action. Donc, et ça, ça ne tient pas compte là, de tout l'aspect esthétique du mail, là. Mettons, le mobilier urbain, les façades commerciales, le réaménagement des aires de stationnement, etc., la verdure, tout ça. Ouais. Ça, c'est une autre chose, là. C'est une autre chose, c'est très complémentaire, mais tout ça pour dire que c'est une préoccupation que le conseil a. Là, je vais mettre mon chapeau de conseiller municipal. Puis, on est en train de développer une approche concertée. Évidemment, tout ne se fait pas en criant un ciseau, là. Il faut être patient. Mais je suis assez optimiste par rapport à la suite des choses. Deux choses pour moi dans ce dossier-là. Je suis content de voir que les gens se prennent en main, puis essaient de trouver des solutions. Je pense qu'il faut être en mode solution. Pour monsieur puis madame tout le monde, je pense que ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter local aussi. Arrêtez de commander en ligne.
Des fois, en tout cas, je me dis qu'on n'est pas... Il faut donner la chance. Ben, je pense que Puis oui. ça, j'entends souvent les gens de la SIDAC ou ailleurs de dire ça, venez voir, donnez-nous la chance de... Puis, parce qu'avant, on disait ça, mais les gens, ils donnaient la chance ou des fois, ils allaient acheter à l'extérieur. Mais là, c'est plus aller acheter à l'extérieur. Là. C'est plus ça. Là. Non, c'est resté assis chez là, eux. Voilà, mais c'est... Ouais. Puis c'est là que c'est difficile de se battre contre ça. C'est la facilité. Clic, clic, clic. C'est livré chez vous à moins cher. Tu restes dans tes pantoufles. Non, mais quand tu y penses, là, c'est dur de se battre contre ça. Là. C'est pas évident. Non, puis on peut le faire autrement. Moi, je sais, entre autres, que je commande beaucoup de livres. Je pourrais aller commander sur Amazon, mais non, je les commande sur les libraires. Et puis, c'est livré chez moi pareil, mais l'argent va aux libraires québécois, aux libraires indépendants. Donc, l'argent reste dans le Puis coin de après chez ça, nous. ça dépend comment les entreprises s'organisent. C'est sûr que quand c'est des bannières, tout ça, c'est pas pareil. Ils ont des moyens aussi, dont du staff, ils ont des moyens technologiques bien différents de refaire leur site Internet et tout ça. Mais dernièrement, je voulais acheter quelque chose au Canadian Tire. Ils ne l'avaient pas. Et je l'ai commandé en ligne, mais il est livré au Canadian Tire de ma succursale, puis je vais aller le chercher là. Bon, alors j'ose espérer qu'ils ont une cote là-dessus, quelque chose. Au moins, je me dis... bien, c'est pas comme si je n'étais pas allé. J'étais allé avec l'article, regarder, puis je pouvais même pas le commander sur place. Ça c'était spécial. Ben, j'ai dit, OK, je peux-tu le commander? Il dit, non, il faut que tu le commandes par Internet. Il fallait que je m'ouvre un compte, que je le commande par Internet pour qu'il soit envoyé, livré à Dolbeau. Fait que, tu sais, rendu là, c'est parce que je voulais vraiment qu'il passe à Dolbeau, là, Oui, parce que ça aurait pu être... j'aurais pu faire un autre choix, là. Mais bon, un coup qu'on a dit ça, il y a dans le passé eu des expériences avec le centre-ville, d'animation. On essaie, depuis quelque temps, on a vu la construction de passerelles là, autour des terrasses. Après ça, il y a plusieurs façades qui ont été refaites dans les dernières années. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, il ne faut pas lâcher, mais c'est un travail de longue haleine, puis il faut avoir une orientation claire. Puis un des problèmes, c'est qu'il n'existe pas non plus de programme au niveau gouvernemental pour accélérer la revitalisation des centres-villes. Okay. Parce que le problème qu'on a, par exemple, si tu prends Dolbeau-Mistassini, c'est pas juste un problème de façade, c'est pas juste un problème non plus on enlève un trottoir, puis on va élargir un autre trottoir, puis on va planter des... C'est plus compliqué que ça, là, parce que sous la rue, il y a des aqueducs, des égouts, des infrastructures. Oui, et là, quand tu vas jouer là-dedans, mais tu te dis, je vais aller... Tant qu'à aller jouer là-dedans, justement... On va le mettre à niveau. Oui, mais là, vous pensez combien ça coûte, non, là? Non, et là, ça veut dire que si tu n'as pas un 60-66 % d'aide pour t'aider à faire ça, fait que là, tout est bloqué parce que, tu comprends, ça joue beaucoup dans l'addition, puis il faut en être conscient. Après ça, il y a quand même des normes environnementales qu'il faut respecter. Si on pense à l'ancienne station-service, que tout le monde le voit, là, tout le monde le sait qu'il faut faire de quoi, puis on a des idées par rapport à ça. Mais là, il y a une affaire de décontamination, puis il faut attendre. Puis, en tout cas, là, au moins, depuis le temps, il y a eu un peu de gazon. Puis on a assez... Parce que là, c'était quasiment rendu dangereux. Là. C'était un pit de sable. Là, ça ne marchait pas. Là. Mais, en tout cas, bref, il faut être patient. Mais moi, je suis confiant que ça va... c'est un dossier qui va cheminer puis qui va... prendre son air d'aller, puis autant pour l'intérieur du mail que pour l'extérieur du mail. Mais tu sais, à Québec, là, pour revitaliser le mail Saint-Roch, ils ont enlevé le toit. On pourrait peut-être faire ça. Moi, si tu veux mon avis, je suis pas tout... Oui, je sais, mais c'est parce que il y a beaucoup de monde qui me l'ont dit, ce commentaire-là. Je le sais pas. Je sais c'est quoi l'enjeu de Québec. J'y ai demeuré pendant presque 5 ans. Je le connais, ce dossier-là. Mais en même temps, à Dolbeau-Mistassini... Je pense que la population des centres, c'est intéressant d'avoir un mail. Est-ce que ça serait ça... le gain. Puis combien ça coûterait pour faire ce gain-là, je ne suis pas convaincu. Par contre, le statu quo n'est pas acceptable. Non. Il faut faire quelque chose. Donc, de revoir tout l'aménagement urbain, puis d'abord, de commencer par remplir le mail en soi. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire, des sommes qu'on peut investir qui seront peut-être moins importantes, mais qui vont donner des résultats intéressants. Puis tu touches un point important. Le vieillissement de la population, je veux dire, c'est là, puis ça va demeurer, là. Les tendances, je veux dire, même si on se bat pour avoir une meilleure qualité de vie, pour offrir des services, pour avoir plus de culture, pour ci, pour ça, à court et moyen terme,
le vieillissement, il est là. C'est peut-être pas fou là, d'avoir un toit. Non, c'est ça. Là, je faisais plus une blague là, pour ramener un vieux débat. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de questions à se poser. OK. On va aller dans le coin de Saint-Félicien. Tu voulais nous parler des eaux usées de Saint-Félicien? C'est parce que j'ai été un peu choqué de voir, moi, là, que le gouvernement pensait à déverser les eaux usées de l'usine Résolu. Parce que là, les gens, je voyais des réactions sur Facebook et compagnie. L'entreprise devrait prendre ses responsabilités. Mais attention, là, c'est qu'en 1976 ou 1977, c'est le gouvernement du Québec qui a fait en sorte qu'on construise cette conduite-là pour protéger les écosystèmes, pour protéger la Wananiche. Et depuis ce temps, la Wananiche, je veux dire, on la protège encore mieux. Puis c'est un des derniers écosystèmes mondiaux avec ce type de poisson-là. Puis la conduite, elle appartient au gouvernement du Québec. Ouais. C'est le gouvernement du Québec qui est maître d'œuvre là-dedans, qui a fait les travaux à l'époque, puis qui est responsable de l'entretien. Puis là, tout d'un coup, tu dirais, bon, ben ouais, la compagnie... Non, mais c'est parce que le gouvernement demande toutes sortes d'affaires aux villes, toutes sortes d'exigences aux citoyens quand vient le temps de construire des fosses septiques, des choses comme ça. Puis là, lui... Il dirait, non, moi, je ne remplis pas mes responsabilités. Voyons, ça envoie quel signal? Puis là, on parle d'une conduite de 45 millions. Je comprends que c'est des sous, mais dans ce domaine d'activité-là, c'est peut-être l'équivalent d'un gros changement d'huile. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la fin du monde non plus. Là. Non, puis il y a un gouvernement qui se dit qu'il veut aller plus vers l'environnement. Là, aller vers l'environnement, c'est pas juste de l'électricité. Là. Aussi, puis avant de développer des affaires, il faut prendre soin de ce qu'on a déjà. Puis ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours bien compris. Mais alors, moi, je ne vois aucune raison pour que le gouvernement ne paie pas la facture de 45 millions. Puis c'est même pas à l'entreprise de payer. Puis pas parce que je veux défendre Résolu, là. C'est même pas ça. Mais moi, si j'étais à la place de Résolu, je dirais, t'as pas vu là, légalement, moi, j'ai aucune obligation. Pourquoi tout d'un coup, j'accepterais ça? Puis Résolu, à ce que je sache... Tu sais, c'est quand une grosse entreprise, mais tu sais, ils ont des défis de rentabilité, que c'est pas toujours évident non plus de leur côté. Est-ce que ça serait les aider vraiment de lui donner une facture de 45 millions à ce stade-ci? Je pense pas. Je pense pas non plus. La microbrasserie et la Fondation pour la Pointe des Pieds. C'est juste que je veux saluer l'initiative parce que la semaine dernière, il y a eu une conférence de presse. Et ils ont brassé une nouvelle bière qui s'appelle l'Aventurière. Et pour chaque bière vendue, 1 $ à la Fondation sur la Pointe des Pieds. Est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que ça fait, la Fondation sur la Pointe des Pieds? Ça organise des sorties nature, on va dire, avec des jeunes qui ont la leucémie, le cancer, etc. Et c'est vu comme... c'est présenté sous forme d'expédition, de défis pour s'accomplir, puis profiter de la vie. Oui. Hein, si on peut dire, c'est un peu ça. Mais... on a l'exemple ici d'une entreprise locale qui, avec un partenariat, a des valeurs à la bonne place. Puis, c'est ça que je disais à mes étudiants, c'est possible de faire des affaires. On a l'exemple qu'on peut faire des affaires, brasser de la business, mais avec des retombées, oui, pour les actionnaires, mais aussi collectives. Ouais. Puis c'est pas la première fois que... l'idée de brasser une bière pour une cause, ça existait ailleurs. C'est pas nouveau. Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est même pas la première fois que le coureur le fait. Ils l'ont peut-être fait pour des occasions, mettons 125e, des choses comme ça. Mais là, en tout cas, moi, je voulais les saluer parce que c'est une gang bien dynamique. Puis, il y a une gérante de l'endroit, là, Marie-Pierre, qui a gagné un prix là, comme je l'ai reçu en entrevue il y a 2 semaines. C'est que tu sais que j'aime toujours prendre un petit moment pour dire des bonnes nouvelles, des choses. C'est important aussi. Quand ça va pas, il y a un masse de monde pour dire que ça va pas puis pour parler des problèmes. Mais quand ça va, il faut le dire aussi, puis il faut s'encourager entre nous puis continuer dans ce sens-là. Parfaitement d'accord. En parlant de, tu disais, il faut profiter de la vie, je vais maintenant parler de la maison Colombe-Veilleux. Ça, c'est triste parce que... Oui, c'est triste parce que c'est une institution ici, tout le monde en est fier, ça fonctionne bien, c'est essentiel. On est attaché à ça. On est attaché, puis là, il y a un arrêt. Hein? C'est un arrêt temporaire. Fermé pour 1 mois, c'est ça que... Je me rappelle plus si c'est 1 mois ou 2, parce que ça a déjà été fermé aussi dans le passé pour les mêmes raisons. Les raisons étant manque de personnel. Et j'entendais Pierre Hébert je pense que c'est sur les ondes de Planète, dire qu'il manquait minimalement 3 infirmières. Donc, non, mais tu sais, quand c'est rendu que tu fais le bulletin de nouvelles, puis qu'en même temps, tu te dis on a de la place pour 3 infirmières, s'il y en a des intéressés, ça va pas bien, là.
Tu sais, c'est ça que je trouve un peu triste dans toute cette histoire-là. Fait qu'on espère que ça va se résorber, puis les gens, ils sont en mode solution. J'imagine qu'ils sont, que ça se réunit, puis ils sont en train de voir avec certaines organisations, certains partenaires du milieu, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mais on le sait que c'est important comme service. Là, oui, puis ça m'amène, en tout cas, on en parlera sûrement tantôt quand on va parler du budget, mais au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, c'est bien beau. Là, je voyais les investissements en éducation, c'est bien beau, là, ouvrir des classes, des écoles, mais là, on manque d'enseignants maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, maintenant, on ne peut pas construire juste pour construire si on n'est pas capable de faire fonctionner les institutions. Ça nous prend de la main-d'œuvre. Ça, c'est l'interrogation que j'ai eue aussi en analysant le budget. Parce que les budgets en santé vont augmenter d'au-delà de 5 annuellement, puis en éducation, je pense, c'est 4,5 ce qui est bien. Moi, je viens de l'éducation. Je veux dire, je peux pas être contre le fait qu'un gouvernement investisse en éducation. Oui, tu me sembles un gars assez éduqué. Je sais. Mais le fait est que quand on dit on va ouvrir il y a de l'argent pour 350 classes, puis des services de garde, mais qu'on a déjà de la difficulté à remplacer au quotidien des profs au primaire, au secondaire, parce qu'on manque de suppléants. Et ça m'amène sur un autre sujet que je ne sais pas, là, dans le budget, moi, j'ai rien vu, on dirait, dans le cadre de la négociation de la fonction publique. Ouais. Mais là, arrête-moi, on va y arriver au budget. Il me reste deux petites nouvelles en lien avec la région avant. On en a parlé en début d'émission. GNL a perdu un gros morceau. Warren Buffett et son entreprise s'est retiré avec ses 4 milliards du projet de GNL Québec. Il y en a qui ont crié victoire, ceux qui sont contre le projet. Il y en a qui disaient... Bon, j'écoutais le responsable, M. Fiori, disait qu'il n'y avait pas de problème, que le budget était solide. Mm-hmm. Il reste que c'est un signal. Je veux dire, Warren Buffett, il y a je ne sais pas combien de livres sur lui pour expliquer comment c'est un symbole. Puis c'est un gars qui a toujours fait des bonnes affaires, puis qui est suivi, qui est admiré par les entrepreneurs. Quand lui se retire d'un projet, il envoie le signal que ce n'est pas un bon projet, quelque part. Mais au-delà de ça, oui, mais... Ce qui m'a un peu marqué dans cette histoire-là, c'est que les journaux, puis beaucoup de gens relaient l'information comme de quoi que c'est à cause de l'instabilité politique puis des blocus ferroviaires. Et ça m'a frustré un peu. Oui, mais il y avait quand même une notion de ça dans la lettre qui était oui, sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'étais dans mon auto, puis bon, là, je prends connaissance de cette nouvelle-là, on regarde les journaux, les sites web. Et là, j'entends René Vézina, qui est chroniqueur économique à Radio-Can, dire, en terminant sa chronique, il dit, dans la dernière année, le prix du gaz naturel a diminué de 60 %. Il dit, ça peut expliquer certaines choses. Là, ça m'a comme sonné une cloche. J'ai dit, ah oui? Bon, j'ai dit, je vais aller vérifier cette information-là, voir. Et là, je me suis dit, bon, ben là, je fouillais, là, tu sais, moi, je ne suis pas un spécialiste de la chose, hein, fait que là, j'essaie de prendre des informations à gauche puis à droite. Effectivement, le prix du gaz naturel a commencé à diminuer dans les années 2000. Il a connu un pic, mais le gaz naturel est soumis à une dynamique continentale et non mondiale, contrairement au coût du pétrole, au prix du pétrole. Ce qui explique notamment quand les États-Unis développent le gaz de schiste, bien, ça fait des surplus, ça fait baisser les prix. Donc, c'est une dynamique continentale parce qu'il faut tenir compte de l'emplacement géographique, des distances pour transporter les molécules, etc. Donc, ça joue beaucoup. Et puis là, je lisais même que dernièrement, la Régie de l'énergie au Québec avait permis une diminution de 15 % du prix du gaz pour les clients d'énergie. Puis, on prévoyait que ça allait être stable pour les 10 prochaines années. Fait que, et là, on se ramène aussi avec la Banque d'investissement européenne, on en a parlé il y a 2 semaines, qui dit, à partir de 2022, on se retire du fossile, mais d'ici 2025, 1 euro sur 2 va être dans des projets environnementaux. Fait que là, puis en plus, je lisais un texte qui mettait en lumière le point de vue de Yves-Thomas Bernard, je pense, un économiste. Puis à la fin de son article, il faisait une synthèse, il résumait tout ça, il dit... Le projet GNL, c'était pour... on a dit le marché européen, mais on voit bien que les investisseurs, dont la Banque d'investissement, veulent aller ailleurs. Puis tu as d'autres projets proches de la Chine, etc.,
Donc, pourquoi prendre un projet plus loin? Et tu as la Russie aussi oui, c'est mon qui point. fournit l'Europe. Fait que ça laisse moins de place. Gazprom, c'est le plus gros producteur de gaz naturel au monde. Ils ont des moyens vraiment plus gros que GNL. Là, mais ce que j'essayais de comprendre, c'est toute la donne économique qui entoure ce projet-là. Puis je m'aperçois, à force d'en discuter, les choses changent, les choses bougent, puis tu n'as peut-être pas nécessairement d'avoir grands arguments environnementaux pour dire que tu es contre le projet, finalement. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au niveau, simplement sur une base économique, je suis pas certain que ça tient la route tant que ça. Bien, c'est ce qu'on sait, c'est plusieurs vies. Et je veux pas rentrer, là, tu sais, pour polariser, parce qu'on en a parlé souvent ensemble, là, je veux pas commencer à faire des arguments dogmatiques, ou, tu sais, ou ce que ça l'éloigne les gens plutôt qu'en discuter. Mais quand tu regardes les tendances du marché, là, je regarde un spécialiste, un économiste notamment, qui n'est pas particulièrement connu pour son militantisme écologiste, là, et avec René Vézina. Puis là, tu fais le portrait de la situation, tu regardes comment ça évolue depuis quelques années. Rajoute à ça Warren Buffett. Hey, ça commence à avoir du plomb dans l'aile. Non, puis toutes les grandes sociétés d'investissement le disent aux gens qui veulent investir. Là, les énergies fossiles, là, c'est la fin, là, aller investir ailleurs. Là. Par contre, en même temps, quand on dit que le prix du gaz naturel va être stable pendant 10 ans, il faut faire attention parce que, il y a 10-15 ans, on était ailleurs. Tu sais, ça change vite aussi. Il peut arriver des choses. Fait que les tendances, là, puis des fois, on peut penser que ça va être une tendance, on va prioriser tel projet plutôt que finalement. Regarde, la preuve. Cette semaine, là, on apprend que le prix du baril de pétrole chute. On va voir une incidence à la pompe, probablement que ça va baisser en bas de 1 bientôt, peut-être 95 selon certains. Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que ça va durer? Moi, je pense que ça va être plus circonstanciel, puis ça va jouer au yo-yo un peu. Mais en même temps, si le prix du gaz à la pompe est moins élevé, ça retarde la transition énergétique, ça. Par contre, ça fait baisser la valeur du dollar canadien. C'est très mauvais pour l'Alberta et pour les revenus pétroliers. Mais le Québec, son industrie est basée sur la manufacture. Alors, le fait que le dollar canadien soit bas, c'est bon pour nous. Alors, vous voyez, il y a tellement de choses là-dedans. Puis après ça, bien, qu'est-ce qu'on contrôle vraiment par rapport à ce que les Russes et les Arabes font présentement au niveau de l'OPEP? Puis bon, il ne faut pas oublier une chose, là, c'est que au niveau des prévisions, là, c'est que les prévisions économiques, l'économie reste une science humaine. Et je voyais dans un documentaire, il disait qu'il faisait l'analyse de l'expertise des économistes. Puis, à plus de 90 % les prévisions économiques s'avèrent fausses parce qu'on oublie, dans les prévisions économiques, on prend que des données pragmatiques, mais l'être humain est fondamentalement pas rationnel. Puis c'est parce qu'on est beaucoup en réaction. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on peut toujours prévoir un événement géopolitique comme le coronavirus, une guerre? C'est importe, ça, là. Qui aurait pu penser qu'on allait faire des matchs de la LNH à huis clos? Qui aurait qui aurait pu penser... C'était difficile. Qui aurait pu penser qu'à l'entrée d'une convention démocrate, on donne du purel à tout le monde? Ouais. Qui aurait pu penser qu'il n'y avait pas de discours hier à cause du coronavirus ou avant-hier de Bernie Sanders? Bref, tout peut arriver. Fait qu'effectivement, ça vient changer les perspectives puis les prédictions. Dernier petit sujet, au niveau encore, on revient là-dessus, là, le salaire des élus à Saguenay, ils ont augmenté le salaire, là, ils voulaient le diminuer parce que c'était comme sur des fausses prémices. Tout ça, c'est un téléroman, ça. C'est un beau téléroman. Le comble de tout ça, je vois le chef d'Alliance Saguenay qui veut déposer, qui a amené ça en cours, qui a fait une plainte pour qui se cherche une cause, là, là, visiblement. Pour dire, écoute, là, ça va loin, là, les élus disent, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Il y en a pas suffisant. Ouais, là, finalement, il y en a qui ont l'air de se rallier. Oui. La question, toi, t'es conseiller municipal, c'est quoi la tâche d'un conseiller municipal, puis qu'est-ce que ça vaut être conseiller municipal au niveau d'un salaire? Bien là, c'est parce que moi, je peux vous dire ce que ça demande pour Dolbeau-Mistassini, mais je ne vis pas à Saguenay. Non, c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est sûr que quand c'est une ville plus populeuse, avec, on peut penser plus de comités, plus de tâches, plus de commissions, de toutes sortes, ça va. Puis encore là, le problème, c'est que il avait anticipé le fait que le fédéral allait imposer ce qui ne l'était pas avant, une partie du salaire. Ce que le fédéral a fait depuis le 1er janvier 2019. Puis, on a pensé
que le provincial allait embarquer là-dedans. Mais il ne l'a pas fait. Et eux, la hausse de salaire était basée en partie sur cet argumentaire-là. Alors, étant donné que le salaire, il y a une tranche de salaire qui n'a pas été imposée par le provincial, bien, on dit, bon, bien, on l'avait augmenté à cause de ça, fait que si on veut être juste, il faut le retirer. Et tout ça arrive dans un contexte politique et budgétaire où on sait que ça a été difficile de sortir le budget, puis tu demandes aux gens de faire des efforts, fait que ce que tu veux, c'est lancer un signal comme de quoi que tu vas faire des efforts aussi. Et là, en même temps, là, on sent bien que ce conseil-là a de la difficulté à s'ajuster. Puis ce qui est incroyable, c'est que plus on discute, plus on fait de démocratie participative, plus on est transparent, plus qu'il y a de plateformes, bien, plus qu'il y a de chicanes. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que à l'époque de Jean Tremblay, on n'aurait pas vu ça, puis il y avait un manque à ce niveau. Oui, clairement. Clairement. Et je trouve que parfois, tout ça, c'est un peu injuste envers l'administration de José Néron. Là. Bien franchement, là. Alors là, si on enlève 5 000 $ je ne sais pas, ça serait quoi le salaire? Là? Est-ce que ça passe de 40 à 45, de 50 à 45? Là, je ne sais pas. Moi, je sais qu'à Dolbeau-Mistassini, les conseillers municipaux ont donc 16 100. Sur le 16 100, c'est imposé au fédéral, mais il y a un tiers qui, au provincial, ne l'est pas. Il me semble bien. Bref, c'est 16 100. Puis, moi, je vous dirais que c'est entre 12 heures, 15 heures par semaine. Mais là, encore là, ça dépend des périodes. Est-ce que c'est une période budgétaire ou est-ce qu'on se rencontre régulièrement pour élaborer le budget? Là, ça inclut là-dedans les représentations à tous les lundis pendant 4 ans. Tous mes lundis pendant 4 ans. Je le répète, tous les lundis. C'est pas toujours une réunion publique, mais ça peut être une réunion préparatoire, un moment où on rencontre différents groupes. Et là, à travers ça, on a 5, 6 comités chacun. Donc, ces comités-là se réunissent tous au moins une fois par mois. Fait que, bon, moi, personnellement, ce que je gagne comme conseiller municipal, 16 100 $, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je suis capable de défendre ça. J'en veux pas plus, j'en veux pas moins. Alors, ça me va très bien comme ça. Mais la loi est mal faite parce que c'est les conseillers municipaux, le conseil de ville, qui peut augmenter ou diminuer son salaire. Ouais. Parce qu'il y a une loi qui encadre ça. La loi dit qu'il y a un minimum sous lequel les municipalités ne peuvent pas descendre. Mais peut-être que cette loi-là devrait être revue. Ouais, parce que là, comme élu, tu te trouves à être juge et parti. Oui, peut-être que ça doit être des comités indépendants qui décident. Tu sais, quand tu te présentes en politique municipale, tu le sais combien tu vas gagner. Fait que si tu arrives et tu te dis on augmente les salaires, tout de suite, tu t'exposes à la critique. Puis en même temps, il faut valoriser la fonction de l'élu. Oui, et une des façons de la valoriser, c'est le salaire. Fait que c'est ça. Puis en plus, c'est qu'on a plein de petites municipalités qui ont des petits budgets, qui ont de la difficulté pour eux à augmenter les salaires parce qu'ils sont tout simplement pas capables. Moi, je pense que le gouvernement devrait dire non seulement on a un minimum, là, puis on augmente le minimum pour tous, puis si une municipalité avec un petit budget a de la difficulté, bien là, il y a un programme où le gouvernement devrait payer la différence parce que tu as des petites municipalités qui font face à des défis incroyables. On s'attend des maires puis des élus qui soient des agents de développement, qui combattent la baisse démographique, qui diversifient l'économie, tout ça à temps partiel pour 1 000, 2 000 par année? Oui. Non. À un moment donné, là, c'est ridicule. Fait que c'est ça. Mais là, en même temps, à Saguenay, mais là, on n'est pas tout à fait dans ce spectre-là. Là, on est ailleurs. On va suivre ça. Hey, on quitte pour la pause, puis on vous revient avec l'analyse en profondeur du budget provincial. À tout de suite! Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC.
Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Pas besoin de ça. Ni de ça. On enlève ça. Vous pouvez prendre votre journée, messieurs. On range le noir. Pas de larmes. Parce qu'il n'y aura pas de décès. Grâce à François qui a sauvé son ami d'une surdose d'opioïdes en lui administrant un antidote sécuritaire, la naloxone. Voilà. On est de retour et Patrice est prêt pour qu'on se lance dans le gros sujet de la journée, le budget provincial. Patrice, c'est quoi ton... là, quand tu as écouté le budget hier, tes premières impressions? Ben bon budget, mauvais budget? Ben là, tu l'as dit, c'est hier. Alors moi, j'ai pris un peu là, les revues de presse, puis j'ai pas eu le temps de lire peut-être autant que j'aurais souhaité, quoique j'ai essayé de faire une analyse un peu plus fine. Bien, d'abord, OK, on a une situation budgétaire qui se poursuit par rapport aux dernières années, c'est-à-dire budget équilibré avec un surplus de 2,7 milliards qu'on met dans le Fonds des générations. Le Fonds des générations, d'ailleurs, ça, c'est important peut-être de le dire aux gens. Le Fonds des générations, c'est un fonds où tout surplus, notamment rattaché aux redevances hydroélectriques ou autres, bien, on met l'argent là-dedans. C'est un fonds qui fait des intérêts, puis ça nous aide à faire des versements sur la dette. La dette, en tant que telle, la dette du Québec, bien là, il faut savoir si on parle de dette nette ou de dette brute. Mais la dette du Québec, elle est de quelque chose comme 180, je pense que c'est 297 milliards, non pas 297, 197 milliards la dette du Québec. Là, j'ai tellement de feuilles que je l'avais pris en note. Quelque part. Quelque part. Et je déteste quand je ne suis pas capable de dire le chiffre exact que j'avais préparé. Une chose est certaine, c'est qu'il y a 8,9 milliards dans le fonds des générations, présentement. Donc, on a mis 2,7, mais au total, à l'heure où on se parle, pour 2020-2021, il y a 8,9 milliards. Et dans 5 ans, il y aura 25 milliards dans le fonds des générations si les choses continuent comme elles le sont. Un jour, on va devoir se poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, oui, on peut rembourser la dette. Est-ce que c'est bien de faire des paiements, des plus gros paiements, donner des services publics? Est-ce que l'intérêt que je peux aller chercher avec mon 25 milliards est supérieur ou inférieur à si je fais un paiement sur la dette pour... Bon. Et d'ailleurs, les postes budgétaires, vous savez, on dit souvent que la santé, c'est le poste budgétaire le plus important. C'est 47,8 milliards en santé, 25,7 milliards en éducation, puis 8 milliards sur le service de la dette. Ça fait au-delà de 70 pour ces 3 postes budgétaires-là. Donc, ça en reste bien peu pour toutes les autres missions de l'État. Pour votre gouverne, le Québec a un budget de 121,3 milliards et prévoit dépenser 118,6 milliards. Donc, de là, le 2,7 qu'on met dans le fonds des générations. Et j'ai mon chiffre, finalement, la dette brute, c'est bien 197 milliards. Mais il ne faut pas, quand on va sur l'Institut, pas l'Institut de la statistique, mais je veux dire sur l'économie, voyons, comment ça s'appelle, l'Institut économique de Montréal, il y a une espèce de chiffrier, là, puis on voit la dette qui monte tout le temps. Et là, si vous allez là, vous allez voir, la dette, elle est vraiment plus grande que ça. Mais c'est parce que eux, la dette brute, c'est la dette brute du gouvernement du Québec. Eux, l'Institut économique de Montréal, vont prendre la dette du secteur public dans son ensemble, ce qui inclut, par exemple, les universités, les cégeps
Hydro-Québec et compagnie. Je vais vous donner un exemple. Hydro-Québec a peut-être une dette, là je vais donner un chiffre, de 45 milliards de dollars, mais fait 13 milliards de chiffre d'affaires par année. Moi, j'appelle ça une bonne dette, mais elle est comprise quand même dans le calcul. Alors, il faut faire attention à ça. Mais la dette brute, c'est 197. Et l'objectif, quand on a passé la loi sur le déficit zéro et les lois qui ont suivi sur le contrôle de la dette, c'était d'en arriver à... On ne voulait pas que la dette dépasse 45 du PIB. C'était ça l'objectif. Puis on l'a atteint, hein? Dès cette année, en 2020, 43 du PIB. Alors... on va dans la bonne direction parce qu'en 2015, c'était 54 du PIB. Et là, 43. Ça va quand même bien. Quand on met ça sur des tableaux, on le voit, là, c'est majeur. Puis tous les indicateurs sont à la baisse, même pour ce qui est de la dette nette. D'où vient l'argent? C'est important de dire à la maison d'où vient l'argent. Bien, en gros, des taxes et des impôts. 34,5 milliards impôts des particuliers, 23 milliards en TVQ. Les deux ensemble, ça fait 48 Ça veut dire que l'État va chercher aussi des revenus autres. L'Auto-Québec. L'Auto-Québec, Hydro-Québec, les services, et ça ne comprend pas là, les impôts, taxes des entreprises. OK? Est-ce que, et là, parallèlement à ça, je voyais un article où on développait on faisait, pas qu'on développait, mais on faisait l'épreuve des faits. Qu'est-ce qui est mythe, qu'est-ce qui est réalité? Selon toi, quelle est la proportion de gens qui ne payent pas d'impôts au Québec? Qui n'en payent pas? Au zéro, là? En tout cas, moi, j'en paye, là, je sais pas, 10 Bon, en fait, le mythe, c'est qu'on entend souvent que 50 des gens au Québec ne paient pas d'impôts, ce qui est faux. En fait, c'est plutôt 35,9 qui ne paient pas d'impôts. Attention, c'est pas parce que tu ne paies pas d'impôts que tu ne contribues pas. Assurance emploi, Régie des rentes du Québec, congé parental, le régime de congé parental, après ça, la TVQ, les dépenses. Bref, alors, c'est pas parce que tu ne payes pas d'impôts ou peu d'impôts que tu ne contribues pas, mais, statistique intéressante, 96 de l'impôt est payé par les 50 les plus riches. Donc, 96 du 34,5 milliards est payé par les 50 les plus riches. Donc, toi puis moi? Donc, sûrement, oui, sûrement, selon les échelons salariales que l'on fait comme enseignant, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent qu'il faut faire payer les riches. Ils payent déjà. Bien, les riches... bon, d'abord, qu'est-ce qu'un riche? On peut se poser cette question-là. Moi, si je suis Puis, là-dedans, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a déjà des paliers d'imposition qui font en sorte que les mieux nantis payent plus que les moins nantis. Bon, on pourrait toujours dire que ça peut être plus, peut être moins, on peut discuter de ça, mais le fait est, c'est que c'est déjà ça. Et en passant, c'est la même proportion, le fameux 96 dont je vous dis, là, de l'impôt qui est payé par les 50 les plus riches, même proportion aux États-Unis, même proportion en Ontario aussi. Et ce qui est important, c'est pas ce qu'on paye, c'est ce qu'on paye et ce qu'on reçoit. Oui. Parce que les gens disent, un autre mythe, 50 de mon salaire va en impôts, ce qui est faux. C'est pas vrai. Sur un salaire de 50 000 tu vas avoir 10 000 en impôts, ce qui représente 20 Sur, par exemple, un salaire, j'avais une statistique, je pense, un couple avec 2 enfants, 125 000, ça va être quelque chose comme 33 ou 36 quelque chose comme ça. Là où il y a une confusion, bien, c'est que c'est sûr que tu as l'impôt fédéral, tu as l'impôt provincial, mais après, tu as les cotisations de toutes parts, ça peut être aussi... Tu as les services aussi, là. Cet impôt-là sert à quelque chose. Hein. Bien voilà, et là, c'est le concept de charge fiscale nette. Alors, je paye et je reçois. Qu'est-ce qui reste au net? C'est ma charge fiscale nette. Et la charge fiscale nette, elle est plutôt avantageuse au Québec. Par exemple, un couple avec 2 enfants qui gagnent 50 000 on s'entend, c'est pas beaucoup d'argent. Un couple qui gagne 50 000 qui a 2 enfants, bien, il va retirer 7 de plus que ce qu'il paye en taxes et en impôts à cause des services, des allocations familiales. Parce que c'est ça aussi ce qu'on reçoit. Oui. C'est l'éducation, c'est les allocations, c'est les congés parentaux, c'est les garderies, c'est tout ça. Un couple avec 2 enfants qui gagne 125 000 sa charge fiscale nette est à 29 C'est ce qui fait dire que le Québec est le paradis des familles, etc. Mais évidemment, pour certaines catégories de gens, ce que tu vas retirer va être moindre. Ouais. Mais globalement,
Parce qu'en ces temps de budget, on dit on paye trop d'impôts au Québec, c'est ici qu'on paye le plus. C'est vrai. C'est vrai que c'est au Québec qu'on paye le plus d'impôts puis probablement le plus de taxes en Amérique du Nord. Par contre, c'est ici qu'on a le plus de services aussi. Oui, c'est ça. Alors là, c'est conséquent. Puis la raison pour laquelle on a des services mieux que l'Alberta, c'est pas à cause de la péréquation, c'est parce qu'on paye plus de taxes et d'impôts. Parce que je vous rappellerai que l'Alberta ne paye pas de taxes de vente ou ont très peu de taxes de vente. Je pense qu'ils n'en ont même pas. C'est un choix qu'ils ont fait de ne pas avoir de taxes de vente, contrairement à toutes les autres provinces. Donc, arrêtons de dire que c'est à cause de la péréquation, puis là qu'on se fait vivre, ça, c'est faux. Alors, ce que j'aimais quand c'est le budget, là, bien, il y a beaucoup d'articles qui sortent puis qui nous permettent de mieux camper la réalité. Maintenant, si on revient au budget et des choix qui ont été faits, c'est un budget, et je répondrai à ta première question, c'est un budget social-démocrate. Hein? C'est un budget très interventionniste, hausse des investissements dans à peu près toutes les missions de l'État. C'est ce qui est même surprenant par rapport à ce que la CAQ versus son ancêtre, la DQ, nous a habitués. Quand la CAQ était dans l'opposition, il n'y avait pas ces termes-là. Ouais, il faut dire que là, la CAQ a les moyens. Là, et la CAQ a les moyens. Les moyens. Mais il aurait pu quand même choisir de dépenser moins et de diminuer les impôts. Oui. Ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'il aurait pu diminuer les taxes, ce qu'ils n'ont pas fait. Par contre, là où j'ai un problème avec le budget de la CAQ, c'est qu'on semble assez optimiste là, sur l'avenir. Et là, quand on voit que la semaine passée, on a baissé les taux d'intérêt des banques centrales, que prix du pétrole, etc. Coronavirus. OK, on peut être optimiste dans l'avenir, là, mais je ne sais pas jusqu'où toutes ces prédictions-là vont tenir le coup. Quoi qu'en même temps, c'était la semaine passée, peut-être que le budget était déjà écrit probablement, puis là, à un moment donné, Bon, en parlant de coronavirus, j'entendais des gens dire « Ah, il n'y a rien sur le coronavirus dans le budget. » Ben, d'abord, s'il y a un problème, le monde va aller à l'hôpital, on se faire soigner. Deuxièmement, il y a un fonds de 200 millions, il y a une réserve qui n'est pas spécifiquement dédiée au coronavirus, mais qui est là. Troisièmement, il y en a des soucis, il arrivait quelque chose. Là. Tu sais, je veux dire, jusqu'où? Là, pour l'instant, on a 4 cas au Québec. Tu vas-tu commencer à faire des réserves, puis pour d'un cas où quelque chose ne se passe pas non plus, tu sais. Il y a ça. On a parlé beaucoup d'environnement dans ce budget-là. Ben, moi, je parlerais plus d'électrification que d'environnement. Exactement. Donc, on a une approche environnementale pragmatique. C'est-à-dire qu'on mise sur l'électrification des transports et des retombées qui vont avec. En même temps, ça diversifie l'économie, on améliore le... Tu sais, ce qui est correct. Par contre, il y a toujours deux côtés de médaille. Le 2/3 des sommes, on parle de 7 milliards, le 2/3 des sommes rattachées à ça, c'est après l'élection. Bon, qu'est-ce qui dit que la CAQ va gagner la prochaine élection? Qu'est-ce qui dit qu'ils ne changeront pas leurs orientations? Si c'était un nouveau gouvernement, peut-être que ça serait différent. Donc, là, on fait un gros show de boucan, mais qu'est-ce qui dit que... Après ça, il y avait des fonds dédiés à l'environnement qui existaient avant. Rouler vert, chauffer vert, que l'on a simplement reconduit. Oui, c'est ça. Alors, tu peux pas retirer le mérite de ça, là. Tu as juste reconduit les choses. Et... on en parlait tout à l'heure, les dépenses supplémentaires en santé et en éducation, parce qu'il va falloir engager beaucoup de monde, où on va prendre ces gens-là. Et ce que ça me fait dire, c'est que j'ai rien lu, moi, qui pouvait me donner une indication sur comment les négociations avec le secteur public vont se dérouler. Parce que le nerf de la guerre, tantôt, là, ça va être la négo avec le secteur public, ce que les syndicats demandent. Et si tes employés du secteur public en santé et en éducation gagnent mieux, gagnent plus, ont une stabilité, ont des postes reconnus, ça se peut que ça contribue à améliorer l'image de ces corps d'emploi-là et à attirer davantage de gens. Oui. Et là, on n'a rien là-dessus, on ne le sait pas. Même le plan environnemental, j'y reviens pour 7 milliards, c'est relativement peu détaillé. Ce qu'on dit, c'est parce que le ministre Charest va déposer son plan d'action qui vont faire s'inscrire là-dedans. Leur budget. On le dit. Oui, tu sais, une bonne annonce, c'est celle que tu réussis à annoncer 3-4 fois. En politique, c'est connu. Donc, puis pour la région... Oui, c'est ça ma prochaine question. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a pour la région? Bien, un matin, je lisais Marc Saint-Hilaire, qui, lui, avait l'air bien content. Mais moi, j'étais moins content, j'étais moins heureux. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, moi, je prends... pour acquis que, bon, on a le maire, par exemple, d'Olbeau-Mistassini, Saint-Félicien-Roberval, qui sont élus par la population, qui ont eu des bons mandats, qui sont de bonne foi. Chacun, hier, dans le journal Le Quotidien, il allait de sa liste d'épicerie.
Prenons par exemple Dolbeau-Mistassini, parce que nous, on est à Dolbeau-Mistassini, et parce que Pascal, ben, c'est mon ami. On attend des annonces d'investissement de la part du gouvernement dans le gaz naturel. Vous savez que Dolbeau-Mistassini a un projet, pas juste Dolbeau-Mistassini, c'est un projet régional, de desserte de gaz naturel dans le nord du lac Saint-Jean. Bon, il ne s'agit pas ici de produire là, du gaz naturel, hein, je ne veux pas me mélanger avec GNL, c'est vraiment une desserte. Ce projet-là a été chiffré, déposé au gouvernement et il n'y a rien. Par contre, on va parler de gaz naturel renouvelable, 70 millions sur 5 ans pour le Québec. Ça laisse de la place peut-être pour, admettons, un projet d'usine pilote avec la biomasse forestière pour faire du gaz naturel renouvelable. Mais c'est pas la même affaire. Non. Après ça, les 3 maires de notre comté, du comté Roberval, ont parlé de l'importance des centres-villes, des revitalisations des centres-villes, et il n'y a rien là-dessus. Il y en a, sur les 3 maires, il y en a 2 qui ont parlé de main-d'œuvre, d'attirer la main-d'œuvre, puis même au niveau de l'hébergement de la main-d'œuvre qu'on attire pour répondre aux besoins des employeurs, etc. Pas grand-chose là-dessus. En santé, on sait que le gouvernement, on a annoncé le bloc opératoire à 50 millions, mais on parle de maintenir des services, et encore là, on fait le lien avec la main-d'œuvre, parce que présentement, il manque d'infirmières à Dolbeau-Mistassini. Il en manque dans tous les hôpitaux de la région, mais la problématique, elle est probablement plus prononcée dans le secteur. On voulait reconduire, on souhaitait aussi que l'on reconduise un crédit d'impôt à l'investissement dans les secteurs forestiers. Je pense que ça a été reconduit. Le maire de Roberval, moi, je trouve qu'il était très pertinent. Il dit qu'il faudrait qu'il y ait une partie du budget d'infrastructure qui serve à boiser et à reboiser pour lutter contre les changements climatiques. J'ai pas ça, en tout cas. Dans ce que j'ai lu, la section, là, précisément, on parle de pousser la recherche sur le rôle de la forêt, du climat. On parle de gaz naturel renouvelable, mais on n'est pas dans boisement-reboisement en tant que tel. Ça, j'ai pas vu ça. Évidemment, les municipalités ont des responsabilités importantes, notamment aqueduc, égouts, tous les réseaux. Et la seule façon pour les municipalités d'avoir des sous à 75 %, c'est la taxe foncière. Mais les obligations sont telles que tu ne peux pas toujours augmenter la taxe foncière. Fait que si tu n'as pas de l'aide davantage du gouvernement avec des programmes pour remettre les infrastructures à niveau, tu fais quoi? Tu laisses dépérir ou tu fais des travaux, mais tu ne prends jamais le dessus. Ben oui, tu fais le minimum. Ou tu patches, comme on dirait. Alors, par contre, et ça, c'est plus ou moins là. Par contre, on a annoncé des sommes supplémentaires au niveau de la voirie locale. Il faudra voir. Mais la voirie locale, ça prend des sous encore là, parce qu'avez-vous pensé pour le nombre de kilomètres de rues de réseau? Puis quand on annonce là, un montant sur 5 ans, moi, je dis tout le temps, prenons le montant, on en met la moitié dans la région de Montréal, puis combien qu'il en reste à Dolbeau-Mistassini? Tu sais, c'est ça, là. On fait un fonds, tout le monde se chicane, tout le monde dépose ses projets, puis c'est pas toujours des fonds qui sont répartis par capita ou par municipalité. Non. Fait que quand je voyais Marc Saint-Hilaire dire c'est à nous de tirer notre épingle du jeu, de profiter de nos outils qui sont mis à notre disposition, je veux bien, mais dans les faits, pour les régions, moi, ça me laisse un peu sur mon appétit. Mais là, il y a plein d'autres mesures intéressantes aussi. Tout n'est pas acheté là, dans le budget. Là. Non, puis tu sais, quand on parle aussi d'investissement des infrastructures, il y a beaucoup d'argent qui est mis là, mais on ne sait pas nécessairement comment ça va être détaillé, comment ça va être, ça va se passer. Je vais donner un exemple. On parlait d'aider pour la culture en région. Hein? J'ai dit, c'est intéressant, la culture en région. Culture en région, oui, c'est ça. Culture en région. 5 ans, donc 35 millions sur 5 ans pour réseau d'infrastructures culturelles. Je dis, regarde, c'est intéressant. Eux autres, ils veulent passer notamment par des partenaires comme le Conseil régional de la culture. Et là, ce qu'on s'apercevait, c'est que il y avait même quelque chose pour vocation muséale. J'ai dit, c'est intéressant, le musée Louis-Aymon qui attend ça. Non, c'est qu'ils ont une vocation scientifique et technologique. Puis sinon, c'est des enveloppes qu'on va bonifier pour le Conseil régional de la culture qui, lui, pourra faire des projets. Bref, tu sais, quand je regarde les cas qui nous alimentent dans l'actualité, j'ai pas l'impression que ça répond tant que ça. Mais il y a plus d'argent, santé mentale, communautaire, violence faite aux femmes, etc. Tu sais, il y a quand même, socialement, il y a des bonnes nouvelles là-dedans. C'est pour ça que, tu sais, moi, je veux faire l'avocat du diable, je veux dire ce que j'aime pas, ce qui va pas, mais je
peux pas dire non Peut-être plus que tout est mauvais. C'est ça, il y a des bonnes mesures globales, mais à quelque part, ça cible peut-être pas les besoins qu'on a ici là, dans le comté. Ben, en tout cas, pas sûr. Moi, comme conseiller municipal, quand je sais les défis qu'on a devant nous, j'ai pas de quoi écrire à sa mère. Bon, super ça. Ben super, là, c'est un peu sarcastique. Maintenant, parler chefferie du PQ et les jeunes péquistes. Tu veux nous parler de ça? Ben, en fait, c'est que on parlait qu'il y avait Sylvain Gaudreau, Guy Nantel, M. Plamondon, M. Bastien, et là, un coup de théâtre, 2 nouveaux candidats qu'on ne connaît pas. Laurent Vézina, un monsieur de Lévis, qui est en affaires, et Gloriane Blais, qui vient de Lac-Mégantic. Hein, dans la dernière semaine, on a vu ça, là, 2 nouveaux candidates. Madame Black, qui est la première femme à faire son entrée dans la course à la chefferie, on se rappellera que Sylvain Gaudreau avait fait un appel à un moment donné en disant que ce serait bien qu'il y ait des candidatures féminines. Alors, ce qui porte le total à 6, j'ai l'impression que ça va arrêter là. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, parce que c'est pas évident, là, ces gens-là doivent aller chercher 2000 signatures. C'est pas une tâche mince. Après ça, il y a du financement aussi. Oui. Et là, ce que j'en sais au niveau du financement, il faudra voir, là, mais il y a toujours l'enjeu du montant total qu'un candidat peut aller chercher versus le nombre de donateurs. Et ça chauffe un peu là, entre M. Plamondon et M. Gaudreau. Je pense que sur le total, c'est M. Gaudreau, mais sur le nombre de donateurs, c'est M. Plamondon. Mais, Okay. bon, mais ça chauffe. C'est les deux qui mènent présentement. Ensuite, les jeunes péquistes, pourquoi j'en parle? Parce qu'ils se sont réunis, ils sont allés de différentes propositions. C'est un moment pour les aspirants à la chefferie d'aller rencontrer les jeunes, puis d'aller discuter avec eux. D'ailleurs, Sylvain Gaudreau est resté toute la fin de semaine là, contrairement aux autres qui ont été plutôt de passage pour l'allocution. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu dans les médias certaines positions qui ont émergé. Et des fois, quand tu fais une proposition qui est nouvelle, qui est audacieuse, ben tu as 2 réactions possibles. C'est intéressant ou ben ils ont la tête dans les nuages. Ouais, c'est idéaliste, ça se peut pas. Et j'ai vu beaucoup de ça dans les médias sociaux, mais au-delà de ça, voici qu'est-ce qu'ils ont proposé. Il y a quand même des choses intéressantes. Il y a des choses qui sont pas nouvelles, il y a des choses qui sont intéressantes puis plus audacieuses. Salaire minimum à 15 $. Alors ça, même si, moi, mais même si personne ne le propose, je pense qu'on va y arriver peut-être plus rapidement qu'on pense. Puis encore là, au Québec, il faut comprendre qu'avec le système d'impôt qu'on a versus les services, c'est pas le même 15 $ qu'ailleurs où l'État est moins présent. Il faut nuancer. Fin du financement dans les écoles privées. Moi, je suis pour ça. Oui, mais tu sais, il y a une analyse à faire, mais je vous dis ce qu'ils ont dit. Gratuité scolaire, immigration. OK. En immigration, on parle de dépolitiser la question. Moi, je trouve ça intéressant comme mesure parce que là, c'est quoi le vrai chiffre, là? Puis c'est quand qu'il faut en avoir plus des immigrants, puis moins, puis comment, puis assez... Tu sais, là, quand on politise trop ça, là, c'est là que des fois les débats ils dérapent. Puis moi, je suis d'accord avec ça, de trouver une façon de dépolitiser, d'avoir une espèce de commission plus neutre qui pourrait conseiller et avoir un point de vue plus indépendant, plus éclairé sur la question. Mais dans l'immigration, ils n'ont pas juste ça. Ils veulent davantage faire de place à l'immigration francophone et en région. Ensuite, on parle de la semaine de 35 heures. Je pense que c'est celle-là qui a fait le plus réagir. Là, tu te dis, il manque de main-d'œuvre. Si on travaille moins, il va en manquer plus. Grosso modo, c'est ça que les gens se sont dit. Là, j'ai vu du monde qui disait qu'il commence donc par travailler. Oui, mais à un instant, là, moi, les jeunes au cégep que j'ai, puis je suis certain que c'est la même affaire pour toi, il y en a 80 qui travaillent le soir, les fins de semaine. Pas vrai qu'ils ne travaillent pas, là. Tu sais, c'est je trouve de toute façon, un peu cheap comme argument. Oui, c'est comme de dire, là, tu fais pas ça, fait que tu n'as pas le droit d'en parler ou d'avoir une opinion sur le sujet. Tu peux pas parler de garderie parce que t'as pas d'enfant? Oui, c'est ça. Tu peux pas vraiment dire comme Madame... C'était-tu Lise Bacon qui était ministre? Elle avait dit pas parce qu'on n'est pas handicapé qu'on ne peut pas s'occuper de la question des handicapés. Tu sais, à un moment donné. Après ça, eux autres aussi proposent, dans un Québec indépendant, la création d'une monnaie québécoise. Mais il y a une chose, c'est toutes des idées qui peuvent faire réagir, qui vont brasser la cage. T'sais, alors, c'est pour ça que je trouvais intéressant. Oui, et aussi décriminalisation de toutes les drogues. Ouais. Mais pas... quand on dit ça, des fois, le monde dit « Mon Dieu, c'est dangereux », mais non, mais eux autres, ils s'assoient sur un modèle qui a fait ses preuves, celui du Portugal, où le fait que tu aies une dépendance à la drogue soit vu comme une maladie, fait qu'à ce moment-là, il y a tout un service public qui s'est mis aussi en
qui s'est déployé par rapport à ça. J'ai vu des reportages là-dessus, c'est très intéressant, puis c'est un travail de longue haleine là, sur 25-30 ans, puis c'est une réussite. Là. Donc, on peut peut-être s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Oui, c'est ça. Puis moi, je reviens sur la semaine de 35 heures, mais il y en a qui oublient qu'il y a déjà des endroits où ça fonctionne, ça marche, et puis... Mais dans la fonction publique québécoise, la plupart sont à 35 heures. Là. Moi, comme prof, je suis à 32h30, toi aussi. Là. Ça dépend du domaine d'activité, puis, mais il y en a déjà qui sont à 35 heures. Là. Puis il y a des gens qui voudraient en faire plus, puis qui n'en font pas plus, qui sont à 28 heures caissière chez Walmart, admettons. Il y a ça aussi, là. Non, puis il faut aller voir les modèles. En tout cas, les modèles scandinaves sont probants de réussite, en fait, à ce niveau-là, là, au niveau des mesures, au niveau du travail. On a presque plus de temps. On va s'en aller aux États-Unis rapidement. Convention démocrate. Tu as 2 minutes pour nous parler de Joe Biden et de Bernie Sanders. Résurrection de Biden. Ouais. Il a 823 délégués, Bernie Sanders 663. Le chiffre magique, 1990. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment Biden est revenu de l'arrière et il a gagné au Michigan, là où Sanders avait gagné. À Washington, coude à coude, quand en 2016, Sanders avait eu 76 %. Écoute, c'est un balayage, ce qui fait qu'il vient faire le plein de députés et de délégués, plus ça va aller. Plus ça va se creuser. Et là, il faudra voir, parce que là, Joe Biden a le beau rôle. Là, il a commencé à parler d'unité, puis de vouloir travailler avec Bernie Sanders, puis féliciter la campagne de Sanders et de la passion et de l'enthousiasme de ses militants, etc. Et hier, Bernie Sanders n'a pas commenté d'aucune façon. Alors là, il va falloir qu'il dise quelque chose. Et là, regardez la carte des États-Unis. Les taches rouges, c'est Sanders. Les taches bleues, c'est Biden. Puis il commence à avoir pas mal de bleu. Oui, puis la réalité, en fait, aussi, c'est que tout le désistement des candidats qui se sont ralliés derrière Biden... C'était plus des centristes. Ben oui, c'est ça. C'est l'idée. Puis c'est ce que le Parti démocrate voulait de toute façon. Probablement. Déjà, le spectre de Bernie Sanders lui faisait pas mal peur. Ben, juste de parler d'une révolution politique socialiste... Mais en même temps, quand tu regardes les dernières élections, là, tous les centristes ont perdu. Fait que... Personne disait que c'était possible que Trump gagne. Puis on disait, au pire, un coup qu'il a gagné, son parti va le contrôler. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Et voilà. Hey, Patrice, merci beaucoup. On va te souhaiter une belle vie pour les 2 prochaines semaines. Et joyeux Noël à l'avance. Oui, parfait. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.